Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour et bienvenue à notre Histoire en tête. Ici Laurier Lacroix. J'ai le plaisir ce matin d'accueillir deux membres de la Société des 10, Lucie Robert, éditrice déléguée et responsable de la parution du numéro 70, paru en 2025, et Louise Potier, conservatrice archéologue en chef à Pointe-à-Calière, Cité d'archéologie d'histoire de Montréal. Deux auteurs qui ont contribué à ce numéro 78. Bonjour Lucie Robert, bonjour Louise. Bonjour Laurier. Lucie Robert, vous avez eu la responsabilité de préparer l'édition du numéro de l'année 2025 des Cahiers des 10, où l'on retrouve 8 textes qui dénotent des travaux tant en archéologie qu'en sociologie. Alors, que seraient vos impressions de ce numéro? Qu'est-ce que vous retiendrez dans l'ensemble des recherches, des publications des membres de la Société des 10? Comme d'habitude, le numéro des Cahiers des 10 est très varié et contient des travaux importants sur la Nouvelle-France, plusieurs sur le 19e et quelques-uns sur l'époque très contemporaine. Alors, il y a ici une sorte de polarisation des travaux aussi entre l'histoire culturelle qui est de plus en plus présente et cette histoire presque archéologique ou en tout cas archivistique du 17e siècle qui prend beaucoup d'importance à travers les travaux à la fois des archéologues, mais aussi de nos spécialistes historiens de droit. Et de ce point de vue-là, on a ici une sorte de réflexion sur les enjeux politiques de l'Assemblée législative, mais aussi les enjeux politiques de la découverte de la Nouvelle-France ou de la cartographie de la Nouvelle-France. Les enjeux politiques également de Pointe-à-Calière et de la négociation de la Grande Paix de 1701. Donc, on a beaucoup de réflexions qui tournent autour de ces enjeux politiques et d'autres aussi tout à fait sur les enjeux culturels, le vêtement, l'histoire de la mode, l'histoire du théâtre, les tableaux de l'église Notre-Dame. Donc, une sorte de polarisation entre les deux, moi, je dirais, pour l'instant. Donc, ça annonce très bien cette présentation. Si vous voulez bien, on va regarder le numéro un peu dans l'ordre, non pas du numéro lui-même, mais la chronologie des articles. Et Louise Poitier, je me tourne vers vous parce que c'est vous qui publiez une note de recherche sur la production métallurgique en Nouvelle-France. Et donc, pouvez-vous nous parler brièvement de vos travaux? Alors oui, bonjour. Avec plaisir d'ailleurs, parce que c'est quand même toujours intéressant de partager avec le public des découvertes que je qualifierais d'inédites en archéologie. Alors, on se déplace sur le site du fort de Ville-Marie, dans le Vieux-Montréal. Pointe-à-Calière, il fait des recherches archéologiques depuis 2002. Avec l'Université de Montréal. Ça a été l'école de fouilles de 2002 à 2014, l'école de fouilles en archéologie urbaine, la première du genre à Montréal. Alors, donc, pendant cette plus que décennie, petit à petit, on a fait beaucoup de découvertes. Au point où, vers la fin du projet de recherche, vers les années 2010, le site était tellement intéressant qu'on a développé le projet de mise en valeur. Donc, le pavillon Fort de Ville-Marie a été mis en valeur en 2017, au moment du 375e anniversaire de Montréal. Alors, les visiteurs ont accès à ce site, alors, en plus d'être des découvertes extrêmement intéressantes. Alors, mon article, cette fois-ci, il y a une multitude de sujets potentiels avec la quantité de recherches et de découvertes qui ont été faites en culture matérielle, entre autres sur le site. Je me suis intéressée plus particulièrement à une découverte complètement inédite qui a surpris à la fois les archéologues, bien sûr, mais les historiens aussi. Ça porte sur la métallurgie. Dans l'histoire du Québec, on a un grand site métallurgique au Québec, dans la région de Trois-Rivières, qui est les Forges du Saint-Maurice. Et les forges sont considérées comme étant le premier site d'exploitation métallurgique au Québec et même au Canada. Alors, ce que les résultats des fouilles, jusqu'en 2015, le musée a continué à faire des fouilles, ce que ça a donné comme résultat, c'est qu'on fait reculer de 60 ans
les résultats d'une première exploitation métallurgique. On n'est pas à l'échelle industrielle, on est à l'échelle artisanale. Je pense que c'est la grosse différence avec les forges de Saint-Maurice. Puis probablement à l'échelle aussi exploratoire. Alors, je vais très brièvement là, vous faire le tour de ce qui a été trouvé. Essentiellement, ce qui nous a mis sur la piste d'une exploitation, de production métallurgique, ce sont les nombreuses scories qui ont été trouvées pratiquement partout sur le site. Puis quand je dis nombreuses, là, c'est pas des centaines, ce sont des milliers de scories qui ont été trouvées. Certaines étaient rejetées. Il y a eu un petit peu de brassage de couches archéologiques. Mais la majorité sont associées à une période très spécifique de l'histoire du site. C'est vers la fin du fort de Ville-Marie. Les dates du fort de Ville-Marie, c'est la fondation de Montréal, 1642. Et vers 1665-1670, je dirais plutôt 1670, le fort lui-même est abandonné. Maisonneuve est retournée en France. La maison du gouverneur est déplacée de l'autre côté de la petite rivière. Alors, le site est dans un état plus ou moins d'abandon pendant une vingtaine d'années, jusqu'à ce que le gouverneur Louis-Hector de Calière en prenne possession et y construise sa résidence. Donc, on a comme la période d'occupation du fort, 1642-1670, et ensuite l'occupation de Calière, qui est vers la fin des années 1680, début des années 1690. Donc, on a comme 20 ans où on ne sait pas trop ce qui se passe au fort. Et ce que les archéologues ont trouvé dans ce niveau qu'on qualifierait d'abandon, c'est cette profusion de scories, d'objets reliés à la production, probablement ce qu'on associe à un bas fourneau. Donc, on prend le minerai, on l'insère dans un bas fourneau. Un bas fourneau, là, on s'entend que c'est quelque chose d'extrêmement modeste et facile à construire. Encore faut-il avoir la recette, mais c'est facile à construire. Et ça génère beaucoup, beaucoup de déchets parce qu'il y a la production du fer qui va être acheminé au forgeron. Elle est minime compte tenu de la quantité de matière que ça prend pour extraire le minerai qui va être raffiné après à la forge. Alors, nous, on a trouvé ces scories qui ont été analysées par un spécialiste, un archéologue spécialiste, Louis-Olivier Lortie, qui a vraiment examiné les objets. Et puis, donc, on a des loupes de bas fourneaux, on a des culots de forge, on a des batitures de forgerons. Des batitures, c'est des petits fragments. Quand on frappe sur l'enclume, on frappe la barre de fer ou le fer à l'état brut pour le raffiner. Alors, on a trouvé tous ces éléments-là, en plus de quelques objets, des barres de fer complètes, qui ont été récupérés aussi sur le site. Alors, on peut considérer la découverte des vestiges de production métallurgique comme étant une découverte assez exceptionnelle. On ne sait pas qui étaient les artisans forgerons. On ne sait pas qui a commandé cette forge ou ces installations métallurgiques. Est-ce que c'était les seigneurs de Montréal, les Sulpiciens? C'est une hypothèse. Donc, il reste encore des questions à répondre. Et d'où venait le minerai? C'est l'autre question. Gros mystère. Okay. Est-ce que ça venait autour du lieu lui-même? On sait qu'il y avait des marécages pas loin. Beaucoup d'archéologues pensent que la source, c'est du fer des marais. On sait qu'à Trois-Rivières, ils utilisaient beaucoup de fer des marais comme production. Donc, il reste encore des analyses à faire. Ça serait surtout à des fins militaires ou à des fins... Probablement tout usage. On sait que Montréal, étant éloigné de Québec, Québec se servait en premier. Puis le temps que les équipages arrivent à Québec pour aller chercher soit des clous, tu sais, le matériel, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des pièces d'armes à feu, des couteaux pour la traite des fourrures. Ça peut être
Donc, des haches, usage des varié. haleines, donc OK. pour le commerce des fourrures, mais aussi pour la construction à Montréal même. On sait qu'il y a un inventaire après décès d'un type, de Montréalais, et il y avait à peu près 500 clous chez lui, puis ils ont été vendus à l'encan pour montrer à quel point le fer était une matière prisée et Donc, rare. peut-être un autre article dans 10 ans sur la suite de Voilà, la ça recherche. sera peut-être un autre chercheur. Voilà, d'accord. Je me permets d'enchaîner avec l'article de Dominique Deslandres, qui porte également sur la fin du 17e siècle. On était à la mi-17e siècle avec vous, Louise. Dominique Deslandres, donc, il nous fait profiter de ses recherches en humanité numérique. Elle avait déjà présenté le résultat de ses travaux dans un numéro antérieur des Cahiers. Cette fois, elle fait un travail assez particulier je dirais, de tissage de sources, capacité de relier des documents qui, jusqu'à maintenant, les historiens étaient passés à côté, finalement, de l'interprétation de ces contenus-là, et puis qui font ressortir la figure d'un panis, donc un autochtone esclave, un panis qu'on connaît sous le nom de François Panis, et qui est documenté à Montréal à la toute fin du 17e siècle et qui meurt en 1703. Alors, c'est un des personnages autochtones, esclaves puis affranchis, qui sont très difficiles évidemment à documenter puisque leur vie minuscule, comme l'utilise Dominique Deslandres, d'après l'écrivain Jacques Michon, rend ces personnages extrêmement flous et fugitifs dans notre histoire. Donc, elle a pu mettre en rapport 5 documents qui jusqu'à maintenant étaient lus et interprétés de manière différente, qui faisaient en sorte on pensait qu'il y avait 3 François Panis à Montréal, mais elle fait de ces 3 personnages un même, puisqu'elle peut relier le contenu des documents autour de la même personne. Donc, je vous dis en gros de quoi il s'agit. Ce François, donc, d'après les témoignages qu'il fait en cours, il est cité 2 fois dans des procès qui nous donnent une grande partie de l'information. Les Panis, il faut dire, qui étaient des captifs qui provenaient des nations Nebraska et du Haut-Missouri, donc actuelles, donc c'est assez loin, et qui étaient vendus comme esclaves aux Français par les alliés autochtones. Dominique Deslandres fait l'hypothèse, et je pense avec raison, que ce panis-là a été acheté ou ramené par François Prudhomme, par Pierre Prudhomme, le frère de François qui en était propriétaire, Pierre Prudhomme, donc, qui était de l'expédition de de La Salle au pays des Illinois et qui aurait donc ramené l'enfant avec lui à Montréal, un enfant qui avait probablement autour de 5 ans lorsqu'il la ramène, et il le cède à son frère François Prudhomme qui va le garder à son service toute sa vie, donc sa courte vie puisqu'il meurt au début de la trentaine. Et donc, toute sa vie se déroule à Montréal, à ce panis. Et on a, hormis les 2 citations à procès, un document qui montre qu'il était censitaire. Donc, il s'occupait de terres que lui avaient cédées les Sulpiciens sur la côte Saint-Laurent. Et on connaît également son testament fait en 1703, auquel il donne tous ses biens à son maître, Pierre Prudhomme, sauf que je ne sais pas si le maître a accepté le testament, puisqu'il a surtout des dettes, et c'est une reconnaissance de dette qui est le 5e document qu'analyse Dominique Deslandres. Il semble que sa terre n'était pas très prospère et que François Panis ait dû s'endetter pour rencontrer ses exigences d'habitants, de cultivateurs, de fermiers sur les terres de Côte-Saint-Laurent. Alors, je dirais que c'est une enquête policière extrêmement rigoureuse que mène Dominique Deslandres à partir de, justement, ce que permet ce nouvel outil informatique de lire les documents. Et évidemment, le chercheur, l'intelligence artificielle ne fait pas tout, là, le chercheur met ensemble ces pistes d'information, une reconnaissance de dette, une somme léguée au maître au décès, des témoignages lors
lors de procès également, enfin les sources régulières qu'on a pour le régime français. Donc, ce sont ces éléments qui permettent à Dominique Deslandes de reconstruire la vie minuscule de François Panis, évidemment, qui soulève beaucoup de questions sur l'esclavage, évidemment, mais aussi les questions qu'elle soulève sont sur la vie, justement, de ces personnes et d'un Panis qui aurait été affranchi et qui est devenu censitaire, ce qui est assez particulier et qui probablement a été de nouveau esclave à la fin de sa vie, au moment où il donne ses biens, ou cède ses biens, ou son manque de biens à son propriétaire François Prudhomme. Donc, vraiment un article passionnant à lire qui soulève plusieurs questions intéressantes, comme le vôtre, Louise, et qui sont probablement l'objet d'une suite de la part de Dominique Deslandes. Il y a un troisième article qui porte sur le régime français. Nous y reviendrons tout à l'heure, Lucie, mais on va faire une courte pause musicale et on revient pour la suite de notre étude du dernier numéro des Cahiers des 10. Nous venons d'entendre un extrait du Stabat Mater de Francis Poulenc. Kathleen Battle interprétait le Vidit Suum, interprété par l'Orchestre symphonique de Boston sous la direction de Seiji Ozawa. Cette introduction musicale me permet de présenter l'article de Jacques Desrochers qui porte sur le chemin de croix de l'Église Notre-Dame. Jacques Desrochers, qui est un nouveau membre des 10, c'est ce premier article qu'il signe. Il siège maintenant au fauteuil numéro 5. Jacques Desrochers, donc, qui est conservateur de l'art canadien et québécois historique avant 1940 au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et lui aussi mène une enquête très précieuse puisqu'il nous permet, enfin, de savoir qui a fait le premier chemin de croix de l'Église Notre-Dame. On sait que ce chemin de croix-là a fait l'objet de nombreux débats. Les sulpiciens avaient refusé 2 commandes qu'ils avaient passées à des artistes canadiens, James Bauman et Antoine Plamondon. Et donc, en bon futur ultramontains qu'ils sont, ils se tournent vers Rome pour commander le prochain chemin de croix. Et c'est la riche correspondance entre le curé de Notre-Dame, Joseph-Vincent Quiblier, et son collègue qui est à Rome, Jean-Baptiste Tavenet, qui lui permet de suivre tous les méandres de cette commande. Ce qui n'est pas facile de commander 14 tableaux à Rome dans les années 1840. Donc, la question aussi simple que les formats,
le moyen de transport, puis évidemment le coût de ce chemin de croix fait l'objet de nombreuses lettres que présente Jacques Desrochers. Et finalement, son investigation permet de savoir que la commande a été passée à deux artistes absolument inconnus aujourd'hui et qui étaient très peu connus à l'époque. Et pour la somme qu'on voulait payer, il n'y avait pas de grand artiste qui voulait toucher à cette commande-là, commande importante donc de 14 tableaux. C'est les frères Giacchino et Filippo Bombelli qui acceptent donc de copier des gravures que leur père avait fait une soixantaine d'années plus tôt et de les convertir donc en station du chemin de la Croix. Et ces 14 tableaux de grand format vont être finalement installés à Notre-Dame en 1847. Donc, l'église Notre-Dame est inaugurée déjà depuis une bonne dizaine d'années, lorsqu'elle se dote enfin de son chemin de croix que les sulpiciens attendent et espèrent en vain. Le chemin de croix, on l'aime, mais on ne l'aime pas tant que ça. Et dès le début des années 70, on pense à s'en défaire. Et il va être cédé en 1885 à la paroisse de Saint-Henri, où il va rester une centaine d'années avant d'être relégué dans une cave, puis ensuite finalement revenir au cimetière de Notre-Dame-des-Neiges, dans un bâtiment administratif où il est maintenant conservé. Conservé, c'est un grand mot, c'est-à-dire que empilé, Jacques Desrochers l'a trouvé en mauvais état, mais au moins il existe toujours et son enquête permet de savoir qui l'a fait, à quel moment. C'est quelque chose qui intéressait les historiens de l'art depuis très longtemps. Et en fait, on a des images de ce chemin de croix-là que reproduit Jacques Desrochers. Donc, c'est un article qui, même s'il porte sur un sujet relativement, je dirais, peu important à nos yeux aujourd'hui, en dit beaucoup sur la dévotion à Montréal au 19e siècle et sur l'importance que les sulpiciens accordaient à compléter le décor de leur église. Petit retour en arrière, puisque maintenant Lucie Robert accepte de nous parler de l'article de Jean-François Palomino sur la cartographie de la route atlantique de Cartier à Champlain. Oui, alors Jean-François Palomino publie ici le premier d'une série de 3 articles consacrés précisément à la cartographie du fleuve et du golfe Saint-Laurent au 16e et 17e siècle. Alors, l'idée ici de Jean-François, c'est de retrouver la manière dont le savoir s'est constitué pour permettre aux marins de circuler d'une carte à l'autre, mais aussi en utilisant les traités de navigation, les récits de voyage et les autres renseignements qu'on peut trouver dans les papiers officiels de l'époque. Voir un peu ce que l'on savait de ces tracés, de la manière dont on pouvait circuler d'un lieu à l'autre et la manière dont on pouvait conserver ces savoirs en les dessinant sur une carte. Alors, je dois dire que la chose la plus intéressante, à mon avis, encore dans l'article de Jean-François, c'est la collection de cartes qu'il reproduit. Ce sont des cartes qui sont magnifiques, d'une couleur absolument vive et avec des dessins qui sont effectivement très étonnants pour nous au jour d'aujourd'hui, dans la mesure où on voit bien que les rives nous ressemblent plus tout à fait à ce qu'elles avaient l'air d'être à l'époque. Mais tout de même, alors l'idée ici d'un savoir cumulatif, identifier les instruments qu'on avait pour mesurer la latitude, mesurer la vitesse des bateaux, mesurer, au fond, savoir où l'on était dans l'espace, puisqu'on n'a pas toujours accès aux rives les plus immédiates. En même temps, voir comment les navigateurs pensaient pouvoir parfois même arrêter, faire des relevés topographiques, des relevés de la flore, des relevés de relief aussi pour diverses époques. Donc, on parle ici du premier voyage de Jacques Cartier, donc 1534, et des relations qu'il a laissées pour ce voyage et les voyages ultérieurs. De la même façon qu'on parle du marin Jean-Alphonse, qui est un Portugais et qui a laissé une cosmographie qui décrit ses voyages. Et à partir de là, Jean-François Palomino travaille à repérer la manière dont on avance. Alors, on avance ici dans un savoir, évidemment, qu'on imaginerait un savoir plutôt neutre. On a des connaissances qui s'accumulent, qui finissent par arriver à quelque chose d'un peu plus vrai.
Mais en réalité, ce que montre Jean-François, c'est qu'il y a des enjeux politiques aussi derrière ce genre de choses et qu'il n'est pas toujours clair que les marins d'un pays veulent rendre accessible aux suivants, aux voisins, les données recueillies. Donc, il y a des conflits, il y a des mésinterprétations, il y a des chiffres qui ont été tronqués, il y a des enjeux divers, y compris dans la dénomination des lieux, qui peut varier ici d'une carte à l'autre et d'un moment à l'autre de l'histoire. Alors, il y a ici une sorte de savoir fascinant des quelques personnes. Ils ne sont pas nombreux quand même, les gens qui ont traversé le fleuve ou longé le fleuve et le golfe Saint-Laurent ou traversé l'Atlantique pour arriver jusqu'au Saint-Laurent au 16e siècle et au 17e siècle. Et de voir comment ces gens ici ont réussi quand même à cartographier quelque chose qui a permis à leurs successeurs de poursuivre le travail. Alors, les deux autres articles annoncés porteront évidemment sur les périodes ultérieures pour voir encore plus et encore mieux la manière dont tous ces éléments se sont cartographiés et sont parvenus jusqu'à nous. Vous avez raison de mentionner l'illustration parce que quand on voit les premières cartes, on se dit il devait avancer à l'aveugle parce que c'est un espèce de fromage gruyère absolument. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'on s'en va avec ces représentations-là? Et plus on avance dans le temps, plus les choses se précisent, les baies se... Oui, les rives apparaissent. Terre-Neuve, en particulier, a un format qui bouge considérablement, qui semble être une île qui prend tout le golfe au début, puis de rétrécir jusqu'à prendre la place qu'on lui connaît à peu près aujourd'hui. On imagine aussi la Terre pas aussi loin qu'on la connaît aujourd'hui. La Terre s'arrête peut-être un petit peu après l'embouchure du fleuve. Voilà. Non, c'est passionnant à lire, mais aussi à regarder parce que justement, l'illustration est très riche. Donc, merci, Lucie. On va s'attarder maintenant à l'article de Christian Blais qui analyse les lois et projets de loi soumis au Parlement du Bas-Canada lors de la session de 35-36. Et donc, Louise Poitier va nous en parler. Oui, alors, Christian, qui est un de nos grands spécialistes du système parlementaire au 19e siècle, se penche dans ce texte sur les lois de 1835-1836, dernière communion des patriotes et des bureaucrates. Alors, c'est intéressant. Je pense que le titre évoque un petit peu l'antagonisme dont il va faire état, puis auquel on va assister de façon spectaculaire en 1837-1838, lors des rébellions des patriotes. Alors, il se penche sur la période qui précède ce moment très violent dans l'histoire du Bas-Canada. Donc, on est au Bas-Canada et il nous présente tout d'abord les deux acteurs qui siègent au Parlement à ce moment, donc au Parlement du Bas-Canada. D'un côté, le Parti des patriotes. Alors, c'est un mouvement, comme il le précise, qui est teinté de républicanisme américain au 19e siècle. On connaît les idéaux de Papineau en particulier, qui s'inspirent beaucoup de ce qui se passe au sud de la frontière. Et les patriotes ont cet idéal de réformer démocratiquement les institutions parlementaires. Donc, c'est dans ce mouvement-là que l'épisode se déroule. Et de l'autre côté, il y a les bureaucrates. Alors, qui sont les bureaucrates? Ce sont les membres, essentiellement les membres du Conseil législatif. Donc, c'est un courant qui est impérialiste et conservateur, qui prône le statu quo constitutionnel. Ils sont nommés, contrairement aux membres du Parti des patriotes qui font partie de la Chambre d'Assemblée et qui sont élus par le peuple. Donc, on a les deux chambres, en fait, la Chambre d'Assemblée d'un côté et le Conseil législatif, les députés élus et les bureaucrates nommés. Donc, c'est nommé par qui? Nommé essentiellement par le gouverneur. Donc, c'est toute la prérogative là, ce qu'on appelle le patronage ou le pouvoir de dénomination. Alors, c'est vraiment dans ce contexte-là. Et son angle d'approche pour analyser ce qui se passe en 1835, 1836 au Parlement, c'est l'étude des lois. Quelles sont les lois qui ont été adoptées pendant cette période-là? Pourquoi les lois? Qu'est-ce qui fait l'intérêt de cet outil particulier de l'histoire gouvernementale? C'est que
pour qu'elle puisse être adoptée, la loi, avant d'être sanctionnée par le gouverneur, parce que ça prend la sanction du roi qui est représenté par le gouverneur, avant d'être sanctionnée, elles doivent être appuyées conjointement par la Chambre et le Conseil législatif. Alors, on voit les deux antagonismes, mais pour être appuyé, ça veut dire qu'il faut qu'on se mette d'accord pour aller de l'avant. Alors, il y a 59 lois qui ont été adoptées dans la session 1835-1836. Ça semble plus efficace qu'aujourd'hui. Ben oui. Hein? D'ailleurs, Christian le soulève et dit que c'est une des grandes années à cette époque-là. Il dit en moyenne, là, de 1795 à 1836, c'est 20 lois qui sont adoptées en moyenne. Et là, comparé à ce 59 lois adoptées. Puis j'ai noté une petite citation que je trouve assez cocasse, que je vais vous lire rapidement. C'est une citation qui est dans le texte de Christian Blais, d'Alfred Sauvy, qui dit « Le chiffre est un être délicat qui, si on le torture le moindrement, avouera tout ce que vous voulez. » Alors, je trouve que ça représente effectivement très, très bien. On peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. 59, est-ce que c'est beaucoup? Et ça veut dire quoi? Alors, ce que Christian dissèque le contenu des lois, il les divise en 3, elles portent sur 3 thèmes différents. Donc, l'administration de l'État colonial, il y a 29 lois. Ça, c'est quoi? Les sujets, c'est le Parlement, la justice, les affaires municipales, le territoire et la milice. Donc, ça occupe la grande partie des lois qui vont être adoptées. L'autre thème qui vient en deuxième position, c'est l'administration de l'économie. Et ça, donc, c'est des lois qui concernent le transport, le commerce, l'agriculture et les travaux publics. Et vient en dernier lieu l'administration de la société civile. Donc, c'est l'éducation, la santé, la religion et la culture. Il y a 13 lois qui ont été votées durant cette session parlementaire. Alors, on touche vraiment à tous les pans de la société. Je pense que Christian fait une description assez précise. Ça touche à peu près à toutes les régions du Québec. On parle des territoires en Gaspésie. Il faut que les Gaspésiens, ils avaient depuis plus qu'une décennie l'obligation de montrer leur titre de propriété, de justifier leur titre de propriété. Finalement, on accepte par une loi de ne pas avoir besoin d'un titre officiel pour affirmer sa propriété d'un terrain donné. Alors, on a des thèmes aussi comme la douane à Montréal. On accepte qu'il y ait une douane à Montréal qui vient compétitionner celle de Québec. Pour les marchands de Montréal, c'est un élément extrêmement important. On parle de l'éclairage des rues au gaz. Donc, ça touche vraiment on parle pour la santé, on est en période d'épidémie. Le choléra de 1832 a fait beaucoup de ravages dans la société. Alors, on parle de l'île de la Quarantaine. Donc, c'est des oppositions qui s'opèrent entre les deux. Toutes les lois ne sont pas adoptées dans la paix, la joie et le bonheur. Hein. Et même d'un côté, par exemple, chez les patriotes, il peut y avoir des avis divergents. Donc, ça s'exprime à travers cette production législative. Et Christian conclut son texte je vais lire cette phrase. Il dit « Bien qu'il ne fasse aucun doute que les patriotes et les bureaucrates aient les opinions tranchées quant à l'avenir du Bas-Canada, il n'en reste pas moins que les lois constituent un espace mitoyen d'adhésion politique. » Mais il ajoute « Le taux de réussite des projets de loi étudiés est de 57 % parce que tous les projets de loi n'ont pas été adoptés. Donc, 57 %. Alors, il dit, il y a donc place à la nuance. Oui, c'est voilà. Ça. Non, c'est en fait, je dois dire que moi, qui ne m'intéresse pas beaucoup à ce sujet-là, ces articles sont toujours passionnants parce que d'entrer dans le détail, justement, des débats, c'est-à-dire que, bon, le bipartisme, c'est formidable, mais sur quels enjeux ça porte et comment, justement, on arrive à s'entendre ou ne pas s'entendre. Ces articles sont toujours très riches pour nous faire comprendre ces nuances-là. C'est révélateur. Oui, c'est vraiment toujours très intéressant. On va entendre, à la suggestion de Lucie Robert, la chanson « Les culottes grises » de Linda Lemay.
Il y avait ma jupe culotte que j'ai portée longtemps. On m'appelait l'échalote, tellement je flottais dedans. Ma petitesse de l'époque me donnait des tourments. Et parmi mes vêtements, il y avait le gilet moulant, avec des manches 3/4, avec des boutons blancs et des motifs bizarres. Il y avait ma belle tunique, avec le col pointu. Et ça, c'était du chic, mais il y avait mes culottes grises, qui étaient les culottes de ma sœur, qu'elle avait eues de ma tante Denise, et qu'elles avaient changé de couleur, tellement les avait portées Louise, qui est la plus vieille de Denise. Les culottes grises trop grandes pour moi, et moi qui ne les aimais pas, ces éternelles culottes grises, et leurs beaux tissus résistants, qu'on espère juste qu'ils se brisent, et qu'on espère vainement. Il y avait ma salopette, que j'aimais comme une folle, et qu'il a fallu qu'on jette à cause d'une tache de colle. À côté de mes jaquettes, il y avait mes bébédoles, et près des camisoles, mon habit d'écolière, carotte et vert et blanc, mon gros manteau d'hiver, mon impair de printemps, ma petite robe à froufrou que je mettais pour la messe, attachée jusqu'au cou. Il y avait mes culottes grises, qui étaient les culottes de ma sœur, qu'elle avait eues de ma tante Denise, et qu'elles avaient changé de couleur, tellement les avait portées Louise, qui est la plus vieille de Denise. Les culottes grises trop grandes pour moi, et moi qui ne les aimais pas, ces éternelles culottes grises, et leurs beaux tissus résistants, qu'on espère juste qu'ils se brisent, et qu'on espère vainement. Et que le gris, ça s'agence bien avec le rouge et le bleu marin, et que des chemises bleues, j'en avais plein, et que j'en veux encore à maman. Alors, la chanson Linda Lemay met la table pour les 2 prochains articles. Lucie Robert, vous allez nous parler de l'article que vous signez qui porte sur une figure du théâtre de la Ville de Québec en 1871. Qu'avez-vous à en dire? Alors, je me suis intéressée, en fait, à l'histoire du théâtre, non pas en termes de troupes, de pièces ou de répertoire qu'on aurait pu jouer ou créer, mais en termes de vie théâtrale, je dirais, la manière dont le théâtre s'inscrit dans la Ville de Québec. Pour le théâtre au 19e siècle, au Québec dans son ensemble, on ne sait pas grand-chose. On a fait quand même un peu de travail, et ce sont toujours les mêmes noms, les mêmes lieux et les mêmes pièces qui reviennent d'une plume à l'autre. Avec raison, ce sont les choses en fait les plus saillantes de l'histoire du théâtre. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi ce sont ces gens-là, pourquoi ce sont ces choses-là et comment elles se sont inscrites et quelle est la trace qu'elles ont laissée. Alfred Mogart est un personnage de cette manière qui arrive comme ça en 1871 à Québec et qui arrive en fait, qui est un Français et qui s'installe là qui va jouer pendant 10 ans et qui va racheter la salle Jacques-Cartier à la Basile de Québec et qui va ici produire une sorte d'essayer d'y produire un théâtre régulier, une saison régulière. Alors, Alfred Mogart est un Français qui a fait toute sa carrière dans les théâtres de province, peu travaillé à Paris, mais il arrive donc des suites d'une tournée dans les îles du Pacifique et les îles des Caraïbes. Il arrive de la Nouvelle-Guinée, de la Martinique, et visiblement, il arrive à Montréal en 1870. Dans cette année qui est un peu symbolique pour l'histoire française, on ne peut pas vraiment retourner en France. La France est en guerre, le théâtre s'est arrêté, un acteur ne peut pas gagner sa vie sous aucune forme. Il a appris la nouvelle à travers les journaux qui circulent dans les colonies. Et finalement, il découvre comme ça à Québec. Il arrive d'abord à Montréal, se produit à Montréal et s'en va en tournée entre guillemets, vers Québec. Il découvre une ville qui n'a pas de théâtre permanent et qui pourtant est une ville de province, exactement comme toutes celles qu'il a fréquentées pendant toute sa carrière. Il décide de s'y établir. Il va, avec des collègues qui sont arrivés en même temps que lui, ils vont donc fonder une troupe et produire des saisons théâtrales régulières. L'avantage que nous avons dans la Ville de Québec, c'est qu'on a un journal, l'Événement Journal, qui est dirigé par Hector Fabre, qui est un amateur de théâtre, qui va nous livrer beaucoup d'informations sur la vie théâtrale. Mogart n'a pas laissé d'archives, personne n'a laissé d'archives dans ces années-là.
Et malgré tout, à travers le journal, on apprend toute la programmation, mais aussi toutes les difficultés que Mogart va rencontrer parce qu'il arrive à jouer, il arrive à faire des saisons régulières, à attirer en fait euh, toute la bonne bourgeoisie de la ville, mais ayant choisi de s'installer à la basse ville, les difficultés se font réelles très rapidement. La haute ville ne descend pas à la basse ville, c'est pas nouveau, comme la basse ville ne monte pas beaucoup à la haute ville non plus. Et ici, on a donc à réfléchir aux conditions des transports en commun, la manière de transporter les marchandises, les décors, les costumes, les acteurs, la manière de pouvoir se déplacer à l'intérieur de la ville. Existe-t-il des transports? Au début, il n'y en a pas. À la fin de la période de séjour de Mogart, il y en aura quelques-uns. Mais s'il pleut, s'il fait mauvais, les rues ne sont pas pavées, les déplacements sont très difficiles. Sans compter que Mogart va rencontrer aussi un certain nombre d'obstacles d'ordre moral. L'Église, qui a toujours prétendu que le mal venait de l'étranger, voit l'étranger mal ici se produire en personne par la présence d'un acteur français. Et donc, il y aura des réactions constantes et des interdictions, des négociations aussi, on pense, entre Mogart et l'évêché. Mais les conditions vont toujours être difficiles et le moindrement que la pièce présente une virgule un peu déplacée, la pièce sera interdite. Ce qu'on voit aussi très rapidement, c'est la réaction des journalistes qui s'aperçoivent que Mogart travaille avec de très petites distributions, essentiellement françaises. Et on va faire savoir à Mogart, par critique interposée ou commentaire interposé, que ce serait mieux s'il y avait plus de monde sur scène. Alors donc, et on lui suggère de faire appel aux amateurs de la Ville de Québec. Alors, Mogart on va faire appel à ces amateurs qui, en fait, ce sont des gens qui travaillent en théâtre et qui animent la Ville de Québec sur le plan théâtral depuis 1840, depuis Napoléon Aubin à toute fin pratique, et de génération en génération, produisent 1 ou 2 spectacles par année. Ce sont ces gens-là qui vont avoir créé le Félix Poutré de Louis Fréchette à la salle de musique, par exemple, et avec un immense succès. Alors, Mogart va donc travailler à ces gens-là et leur enseigner du même coup le travail d'une troupe professionnelle, la manière de fonctionner. Alors, au bout de 10 ans, Mogart, qui en arrache financièrement, il va ouvrir une école d'édiction, sa femme va louer des costumes, ils vont avoir un restaurant, une auberge, en fait, le modèle classique des acteurs de province. Va finir par jeter l'éponge et repartir. En 1879, il repart vers Paris et il reprend sa carrière d'acteur de province, tout simplement. Cependant, pendant son séjour à Québec, il a travaillé avec un autre acteur français qui est Achille Fégénaud, qui lui va s'installer à Montréal un peu plus tard et qui va, pendant quelques années, faire le même travail que Mogart, mais dans la ville de Montréal. Montréal, c'est plus difficile parce qu'on a moins de matériel, il y a moins de journaux intéressés, mais il s'agira d'explorer ce côté. Alors, c'est donc l'inscription du théâtre dans la ville. Qui va au théâtre? Où on va au théâtre? Comment est-ce qu'on peut s'y rendre? À quel horaire? Est-ce qu'on chauffe les salles l'hiver? On chauffe l'hiver. Et parce qu'autrement, les gens ne se déplacent pas. Quelles sont les conditions réelles du travail du comédien et de l'acteur? Merci, Hector Fabre. Oui, de absolument. nous avoir donné toutes ces informations Absolument. qui permettent justement de documenter un épisode très passionnant de la vie culturelle de Québec. On reste à Québec où vit notre auteure Jocelyne Mathieu. Jocelyne Mathieu qui publie pour sa part un texte qui porte sur les rapports entre la modernité et la tradition dans la mode. Et c'est Louise Potier qui va nous en parler pour présenter cet article de Jocelyne Mathieu. Alors oui, donc des femmes et des modes, dialogue entre le moderne et le traditionnel. Alors pour ma part, j'ai appris beaucoup de choses parce que c'est pas un sujet auquel je m'intéresse dans le cadre de mon métier, de ma profession d'archéologue, évidemment, ou même d'anthropologue. Je trouve que c'est un angle extrêmement intéressant et porteur. L'angle, c'est vraiment autour de la mode. On fait les relations entre la création artistique et la culture populaire, entre les artistes et les artisans. On peut imaginer déjà toutes sortes de choses, là. Je pense que ce que Jocelyne Mathieu fait dans son texte, c'est vraiment c'est comme un parcours. Essentiellement, elle part surtout du 19e siècle. On s'intéresse au 20e, évidemment, et à la période plus récente. Donc,
ce qui nous interpelle peut-être plus directement. Mais je pense que ce qui ressort tout du long de son texte, c'est la notion de dialogue et de circulation des idées. C'est vraiment le sujet de la mode, c'est transversal. C'est autant les costumes populaires que les créations des grands couturiers. On pense aux couturiers français, mais autres aussi. Donc, il y a vraiment tout un... C'est le dialogue entre les savoir-faire, en fin de compte. Et donc, c'est la mode, c'est la modernité, c'est la tradition. D'ailleurs, Jocelyne nous introduit à l'origine du mot mode. Elle dit ça vient du latin modus, manière de vivre, de penser propre à un pays, à une époque. On pense la mode de Paris, on sait tout de suite, on se branche, ça fait image automatiquement. Alors, ce qu'elle mentionne, c'est qu'on s'inspire du permanent pour créer du passager. La mode, c'est un peu ça. Tu sais, quand on dit l'expression « c'est passé de mode », mais c'est ringard. Ça n'a pas duré longtemps. C'est ça. Ça ne dure pas longtemps, puis souvent, les modes durent à peine une saison. Donc, alors que... Puis là, il y a cette opposition entre la mode, les effets de mode et le folklore. Comment on perçoit les deux? Certains historiens s'intéressent à la mode de type folklorique sous l'angle, on peut dire, mais le costume du paysan, par exemple. Puis, on a tendance à délaisser les marges, si on veut, de ce qui entoure la production, par exemple, vestimentaire au 17e ou au 18e siècle. Il y avait des couturiers, des couturières qui pouvaient adapter des choses pour créer des effets stylistiques, créatifs. Il y avait une réappropriation qui pouvait se faire aussi, essayer d'être à la mode. On le sait, c'est un commentaire personnel, mais en lisant Père Calme, le botaniste suédois qui a laissé un très long témoignage sur non seulement la botanique en Nouvelle-France, mais aussi sur les populations. Alors, il parle des Montréalaises, lesquelles sont les plus élégantes, celles de Québec ou celles de Montréal? Alors, moi, je me... Il faut lire Pierre Calme pour savoir. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est intéressant. Donc, ce que Jocelyne fait, c'est elle évoque aussi l'ascenseur de la mode. C'est que ça va du haut vers le bas. Donc, la haute couture qui influence le prêt-à-porter, mais aussi le prêt-à-porter qui va chercher les influences stylistiques, créatives de l'élite. Alors, dans une version qui est plus abordable, plus accessible. Donc, c'est le gage, comme elle mentionne, Jocelyne, le traditionnel, c'est le gage du typique des lieux et le moderne, c'est la garantie d'une offre pertinente et actuelle. Les deux se côtoient sans cesse. Ça, c'est intéressant. Donc, elle évoque la haute couture et l'artisanat. Et il y a dans son texte quand même elle publie des publicités intéressantes, entre autres une publicité qui est tirée de Elle Québec 2005, et c'est une publicité de Winners. Et comme elle le mentionne, la composition de cet habillement est un exemple de métissage dans le temps et l'espace, comme le suggère la mode contemporaine. Le chapeau de fourrure à la russe, la dentelle victorienne, les broderies rappelant celles des pays de l'Est européen, la jupe dite paysanne à volant. Donc, la mode, c'est ça aussi, c'est dans la mode populaire, si on veut. Là, c'est une inspiration de style tout azimut. Et on le voit aussi chez les grands couturiers, chez Dior, chez Chanel. D'ailleurs, Chanel, comme elle le mentionne, Jocelyne Mathieu, Chanel a créé un événement qui s'appelle Artisanart. Donc, c'est le mélange des deux, le mélange de l'artisanat et de l'art. Donc, c'est la haute couture qui crée des pièces d'exception, mais souvent en valorisant le travail, ce qu'on pourrait appeler les petites mains, les gens, les artisans qui ont ces savoir-faire exceptionnels, qui sont des experts dans leur domaine. Et la haute couture, les créatifs, les créateurs font appel à ces grands experts extrêmement pointus, si on veut. Là. Alors, Jocelyne nous fait
nous amène au travers de cette réflexion autour du costume populaire, qui est souvent une matière à confusion aussi, puis qui est associée à un passé révolu. Alors, un article très intéressant qui nous fait réfléchir sur ce qu'on se met sur le dos. Merci Louise. Un dernier texte, celui de Simon Langlois, enfin, un dernier texte dans l'ordre chronologique, qui traite de l'enquête Marthe Tremblay-Fortin, parue en 1959, et qui montre toute l'importance de cette étude. Et c'est Lucie Robert qui va nous en parler. Alors, dans son article intitulé L'enquête Tremblay-Fortin sur les conditions de vie des familles salariées de 1959, Simon Langlois revient en fait à l'exégèse de la sociologie contemporaine pour montrer l'importance qu'a eu à la fois dans le développement de la discipline et dans la connaissance de la société québécoise, l'enquête menée par Marc-Adrien Tremblay et Gérald Fortin en 1959. Alors, cette enquête a été commandée par les Caisses populaires des Jardins qui voulaient connaître en fait les conditions de vie, les espérances, les attentes de sa clientèle pour pouvoir mieux planifier la gestion du crédit. Alors, il fallait savoir de quoi les gens avaient besoin, quels étaient leurs moyens, donc pouvoir prévoir à long terme l'ensemble des données financières. Alors, l'enquête a porté ici, donc c'est une enquête réalisée auprès de la population, une enquête d'envergure importante, qui à la fois posait la question de savoir ce que les gens dépensaient, où ils investissaient et quelle portion de leurs revenus était investie dans un certain nombre de choses. C'est par exemple la nourriture, le logement, le vêtement, le mobilier, transport, assurance et soins médicaux. On est avant l'assurance maladie ici. C'est une enquête qui porte sur les familles salariées pour éviter justement les célibataires qui ont un peu plus de surplus ou qui ont moins d'espérance ou moins d'investissement dans un avenir qui est celui des enfants, par exemple, et qui permettait de mieux cadrer les besoins réels des familles. C'est une enquête aussi qui a porté sur les attentes et la façon dont les gens évaluaient leurs propres moyens financiers. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous pensez pouvoir combler vos désirs dans l'avenir? Est-ce que vous pensez pouvoir répondre à vos besoins? Ou est-ce que vous pensez n'avoir pas les moyens de voir plus grand que ce que vous voyez? C'est extrêmement intéressant parce que ce qu'on voit apparaître dans les résultats de cette enquête, c'est un Québec qui est le Québec moderne. Un Québec, et c'est la conclusion d'ailleurs des sociologues, c'est un Québec, une société en 59 qui est déjà très modernisée, qui est déjà très avancée dans la société de consommation, à la fois des électroménagers, la voiture, la maison, mais en même temps dans des projections de l'avenir, l'instruction, la santé, ce genre de choses, et qui est complètement différente et distincte de ce que imaginent ou décrivent les autorités de l'époque et les gouvernements de l'époque qui la voient encore rurale, obéissante, stagnante, toujours inscrite dans le présent. Alors, l'idée ici, c'est à la fois de faire revivre cette enquête, de permettre de mesurer le temps ou la trajectoire des familles au 20e siècle et de rappeler à la mémoire l'importance de cette enquête sociologique. Oui, c'est un travail qui intéresse beaucoup Simon depuis des années. Et cette enquête-là, effectivement, très riche. On apprend beaucoup de choses. Et puis, je dirais que ça nous permet de voir comment la Révolution tranquille a pu faire balancer le Québec aussi rapidement. Parce qu'on est déjà inscrite dans les résultats de l'enquête. On était prêts, oui, c'est ça. Tout à fait. Merci beaucoup, Lucie Robert. En terminant, j'aurais envie de vous poser une question compte tenu de l'étendue des sujets traités dans la revue Les Cahiers des 10, du 17e au 20e siècle, de l'archéologie à la sociologie. Est-ce que, d'après vous, il y a encore un public pour une revue généraliste? On sait que si on va dans un kiosque à journaux, il y en a de moins en moins aujourd'hui, mais elles sont en ligne, mais elles sont extrêmement spécialisées. Donc, est-ce qu'il y a un avenir pour une revue comme les Cahiers des 10? Est-ce qu'il y a un avenir pour les revues généralistes, d'après vous, Lucie Robert? Moi, je crois que oui. C'est extrêmement difficile actuellement de voir l'état à long terme des périodiques et des revues. Il est certain que les revues savantes vont avoir tendance de paraître de façon décomposée, c'est-à-dire article par article en ligne, répondant à des projets de recherche subventionnés, à des exigences scientifiques pointues. Ce qui nous manque actuellement, c'est précisément des revues généralistes grand public
et qui, elle, devrait pouvoir rester papier parce que, bon, c'est plus facile de consultation, c'est plus agréable, c'est plus convivial. Et je pense que, oui, il y a de la place pour des sujets peut-être plus marginaux, plus moins scientifiquement exigeants d'une certaine façon, mais qui nous envoient vers les marges de la recherche aussi, des choses qui sont des restants non exploités de travaux antérieurs. Il y en a d'autres revues que les cahiers des 10. Par exemple, Capot Diamant fait dans le beaucoup plus court, mais en même temps, il y a de la place pour, je pense, ce genre de choses. Mais l'important, c'est de viser toujours le bon public au bon moment. Oui, c'est ça. Espérons que vous serez entendus et que les cahiers des 10 ont un avenir aussi. On peut les consulter en ligne, mais on vous conseille évidemment de le lire sur format papier. Alors, les cahiers des 10 sont publiés par les éditions La Liberté à Québec. On peut les commander. C'est la façon la plus simple, si vous n'êtes pas abonné, de vous le procurer. Donc, les éditions La Liberté, pour commander le numéro 78 de l'année 2025 des cahiers de la Société des 10, les cahiers des 10 dont on vient de vous parler abondamment. Merci Lucie Robert, merci Louise Poitier. Merci. À la Merci, prochaine. Laurier. Au revoir. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.